Ce vendredi-là, par une journée ensoleillée mais trompeusement froide à Paris, ma vie de 28 ans a pris fin à 14h32 précisément. Je le sais parce que, alors que j'étais éjectée du 40e étage de cette tour de verre à la Défense, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la petite horloge numérique posée sur mon bureau. Éjectée est le mot juste. Je n'ai pas été licenciée, je n'ai pas démissionné. Officiellement, littéralement, j'ai été éjectée de ce bâtiment avec ma réputation, ma carrière et mon avenir. Tout cela s'est produit à un moment où je pensais être la star montante de l'entreprise. Pierre, notre charismatique directeur de département, m'avait convoqué à une réunion urgente. Pas dans l'auditorium, mais dans l'une de ces petites salles de réunion étouffantes aux parois vitrées. Lorsque je suis entrée, Antoine, le directeur des ressources humaines de l'entreprise, et Sophie, ma meilleure collègue, et confidente pendant les pauses café, étaient assis en face de Pierre. Sophie ne pouvait pas me regarder dans les yeux. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. La voix de Pierre, dépourvue de son ton paternel habituel, était métallique et froide. « Louise, dit-il en regardant la tablette devant lui, nous avons un très gros problème. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. » « Quel genre de problème, Pierre? Voyez pas ça, c'est assez, ça m'en fait trop les mains, Pierre, moi. Est-ce que cela concerne le nouveau lancement? Antoine, dans son costume coûteux, s'agitait nerveusement. Pas le lancement, Louise, ça te concerne directement. L'atmosphère dans la pièce devint pesante. Pierre tourna la tablette vers moi. Sur l'écran, il y avait un ordre de virement de 250 000 € d'un sous-compte sous ma responsabilité vers un compte offshore intraçable. Et sous l'ordre, ma signature numérique brillait. C'est impossible, balbutiai-je. Ma voix me semblait étrangère, même à mes propres oreilles. Je n'ai pas fait ça. Pierre, tu me connais. Je ne ferai jamais ça. Pierre secoua la tête. C'est ce que nous avons pensé aussi, Louise. C'est pourquoi nous avons travaillé avec un cabinet d'audit externe ces 3 derniers jours. Les traces, elles mènent toutes à toi. Tu es la seule personne à y avoir accès. Mon regard se posa sur Sophie. À cet instant, en un clin d'œil, je compris tout. Sa lèvre inférieure qui tremblait légèrement, la façon dont elle m'avait demandé mon mot de passe la semaine dernière sous prétexte d'un rapport client urgent pour accéder à mon compte. Tout s'assembla comme les pièces d'un puzzle. Il m'avait piégée, Sophie, dis-je d'une voix suppliante. Sophie, dis-leur, s'il te plaît. La semaine dernière, tu te souviens, n'est-ce pas? Tu avais besoin de mon ordinateur. Sophie a finalement levé la tête. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais c'étaient de fausses larmes de crocodile. « Louise, murmura-t-elle, la voix brisée par la douleur. « Comment as-tu pu faire ça? Nous t'avons tous fait confiance. Pierre t'a guidée. Je t'ai traitée comme ma propre sœur. Je ne savais pas à quel point tu avais besoin de cet argent. C'était le coup de grâce. J'avais besoin d'argent? C'était astucieux. Il connaissait mon point faible. Il savait que j'avais contracté un emprunt pour financer les soins palliatifs de ma mère à Lyon. Il connaissait ma dette. Et il s'en servait comme excuse pour justifier leur trahison. Non? Ai-je dit, mais ma voix ne sortait pas. Pierre s'est levé. Louise, notre entreprise applique une politique de tolérance zéro. Ce n'est pas seulement un licenciement, c'est un délit. Cependant, a-t-il dit, comme s'il me faisait une faveur, si vous partez maintenant, sans faire de bruit, nous n'appellerons pas la police. Nous passerons ces 250 000 € en perte. Mais vous ne pourrez plus jamais travailler dans ce secteur. Il ne me laissait pas le choix. Il me forçait à choisir entre ma réputation et mes dettes. Si je résistais, j'irais en prison. Antoine a ouvert la porte. La sécurité va vous accompagner. Ma traversée de l'open space ressemblait au dernier pas d'un condamné à mort. 2 gardes de sécurité imposants m'encadraient, comme si j'allais les attaquer. J'entendais tous ces chuchotements, ces regards compatissants, mais aussi soulagés que ce ne soit pas eux. Je suis passée devant le bureau de Sophie, alors que mon petit cactus, dans son pot, était mis dans le petit carton contenant mes effets personnels. Elle avait le visage enfoui dans ses mains et faisait semblant de pleurer à chaudes larmes. Pierre lui tapotait l'épaule. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont refermées devant moi, j'ai vu mon reflet dans la vitre. Une femme brisée, pâle, trahie. À ce moment-là, j'ai cru que mon histoire était terminée. À ce moment-là, j'ai cru que tout était fini. Mais laissez-moi vous dire une chose. La fin de cette histoire est très différente de ce que cette femme qui pleurait silencieusement dans l'ascenseur pouvait imaginer. Si vous voulez voir à quel point la justice peut parfois être lente, mais aussi tranchante et impitoyable, vous êtes au bon endroit. Prenez une seconde pour vous abonner et cliquez sur la cloche. Parce que je veux que vous voyiez, étape par étape,
Comment le prix de cette trahison a été payé. Quand je suis descendue de cet ascenseur, je n'avais pas seulement perdu mon travail, j'avais tout perdu, ce travail était ma raison de vivre. C'est avec ce salaire que je payais le loyer de mon petit studio ensoleillé dans le 11e arrondissement de Paris. C'est avec ce salaire que je payais les frais de soins de ma mère. C'est avec ce salaire que je remboursais mes crédits. 2 semaines. Ça n'a duré que 2 semaines. J'ai appris que la liste noire sectorielle n'était pas une légende urbaine. Pierre et Antoine, tout en me permettant de partir discrètement, avaient en fait chuchoté à tous leurs contacts que j'étais peu fiable. Je n'ai reçu aucune réponse aux dizaines de CV que j'ai envoyés. J'ai d'abord reçu un email froid de la banque. Mon remboursement de crédit était en retard. Puis mon propriétaire a commencé à m'appeler. « Madame Louise, votre loyer a 10 jours de retard. Y a-t-il un problème ? Donnez-moi un peu de temps. » Ai-je supplié ? Je commence un nouveau travail, c'est juste un petit contretemps. Je n'avais pas le temps. 1 mois plus tard, par un froid matin de novembre, en rentrant chez moi, j'ai vu que la serrure de ma porte avait été changée. Mes affaires avaient été jetées dans 3 grands sacs poubelles noirs sur le sol en marbre froid de l'entrée de cet immeuble parisien. Mon ordinateur portable, quelques vêtements et une photo défraîchie de ma mère, tout était là. Je n'oublierai jamais ce moment. Il commençait à pleuvoir. Je me suis assise sur l'un des bancs au bord de la Seine. J'étais trempée. J'avais exactement 14 € dans ma poche et un téléphone dont la batterie était presque à plat. Je n'avais plus un sou. J'étais sans abri. Et pire encore, j'étais stigmatisée pour un crime que je n'avais pas commis. Assise sur ce banc, en regardant la silhouette de Notre-Dame, j'ai senti la dernière chaleur qui restait en moi s'évanouir. Je ne pleurais pas. Je tremblais, mais ce n'était pas à cause du froid. C'était la colère, encore à l'état brut, qui n'avait pas encore pris forme. Rien en moi ne s'était brisé, non. Ce qui se brise peut être réparé. Quelque chose en moi s'était durci, s'était figé. À ce moment-là, par cette froide nuit parisienne, l'ancienne Louise, confiante et bienveillante, est morte. Et à sa place, les graines d'autre chose ont commencé à germer. Mais à ce moment-là, tout ce que je ressentais, c'était le froid qui me pénétrait jusqu'aux os et le poids insupportable de la trahison sur mes épaules. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise sur ce banc. 1 heure, 3 heures. Le temps avait perdu tout son sens, comme le fleuve qui coule devant Notre-Dame. La pluie avait cessé, laissant place au froid glacial de Paris qui vous transperçait les os. Les 14 € dans ma poche n'étaient plus qu'un bout de papier. L'écran de mon téléphone s'est éteint après avoir affiché un dernier avertissement indiquant que la batterie était à 2% l'obscurité. Tout comme mon avenir. Mais comme l'analyse l'indique, à ce moment-là, au plus profond de ce désespoir, le tremblement qui m'habitait s'est arrêté. Mes larmes se sont figées. La douleur a laissé place à autre chose. Ce n'était pas de la colère. La colère est chaude et incontrôlable. C'était très différent. C'était cette détermination glaciale. Cette Eisige Kälte, mentionnée dans l'analyse, à ce moment-là, j'ai compris que pleurer était un luxe et que je ne pouvais plus me permettre de dépenser de l'argent pour des luxes. J'allais survivre. Et ensuite, je réglerai mes comptes. Réfléchis, Louise. Réfléchis. Agis de manière rationnelle. Tu as besoin de 3 choses. Un endroit chaud, Internet et une prise électrique. Un seul endroit me vint à l'esprit. Cet immense refuge, loin des touristes, mais offrant toutes les commodités de la ville, la bibliothèque François Mitterrand. Je sacrifiais une partie du peu d'argent qui me restait dans ma poche pour acheter un ticket de métro. En passant le tourniquet, je laissais derrière moi les derniers vestiges de mon ancienne vie. Lorsque je me suis réfugiée dans l'immense salle de lecture de la bibliothèque, les frissons causés par la chaleur ambiante se sont intensifiés. Je me suis dirigée vers une table libre au fond de la salle. J'ai branché mon téléphone et j'ai attendu qu'il s'allume. Et lorsque le téléphone s'est allumé, à cet instant, un tiroir enfoui au plus profond de mon cerveau, resté fermé pendant des années, s'est ouvert dans un grincement. En 2015, je n'étais pas encore dans les bureaux luxueux de la Défense, mais dans les amphithéâtres bondés de mon université à Marseille, j'avais assisté à un séminaire sur la technologie, la blockchain et l'avenir de la finance. Le conférencier parlait de ces unités numériques appelées crypto-monnaies, que personne ne prenait au sérieux à l'époque. Avec enthousiasme, j'avais investi les 500 € que j'avais gagnés pendant mon stage d'été dans cette chose appelée Bitcoin. Oh, juste pour essayer, c'était une blague. Un souvenir universitaire complètement oublié. Je ne me souvenais même plus de l'existence de ce portefeuille. Mais maintenant, assis sur ce banc,
Ce souvenir m'est revenu dans les moindres détails. Le nom du portefeuille, Aegis. Le mot de passe, ce mot de passe stupide que je n'avais pas utilisé depuis des années. Le nom de la pâtisserie préférée de ma mère à Lyon et mon numéro de lycée. Ma pâtisserie Soleil 98. Je me suis connectée au Wi-Fi gratuit de la bibliothèque. Avec mes doigts tremblants, j'ai téléchargé cette vieille application de portefeuille. Pas mot de passe oublié, non. Je m'en souvenais. Pâtisserie Soleil 98. Connexion, chargement du solde et... J'ai regardé le chiffre qui s'affichait à l'écran. J'ai d'abord cru que je m'étais trompée. J'ai cliqué sur la conversion en euros. J'ai regardé à nouveau. Cette blague universitaire de 500 €, cette envie oubliée et insignifiante, au fil des ans, elle avait pris tellement de valeur. À ce moment-là, il y avait exactement 3 428 000 € dans ce portefeuille. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas crié de joie. Dans le silence profond de la bibliothèque, j'ai simplement fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Le poids de la trahison sur mes épaules n'avait pas disparu. Au contraire, ce poids avait changé de forme. Autrefois cape de glace, il était désormais devenu une armure par balles. Cet argent n'était pas un coup de chance. C'était une arme. La femme qui sortit de la bibliothèque ce soir-là n'était pas la femme trempée assise sur le banc ce matin-là. L'ancienne Louise était morte. La nouvelle Louise, quant à elle, se mettait au travail. Ma première tâche a été de m'installer dans un hôtel de luxe près de l'Opéra Garnier. Je n'avais jamais pris une douche aussi chaude de ma vie. J'ai appelé le service d'étage et j'ai commandé le steak le plus cher du menu et une bouteille de Bordeaux de qualité. En mangeant ce steak, j'ai élaboré un plan. Pierre et Sophie avaient exploité mon point faible, la maladie de ma mère et mes dettes. Je devais donc commencer par combler toutes mes faiblesses. Le lendemain matin, à 9h pile, j'étais à la succursale privée de ma banque. J'ai transféré une petite partie de ma crypto-monnaie sur mon compte officiel. En regardant l'argent être transféré sur le compte, j'ai vu l'expression stupéfaite du directeur de la banque. C'était le premier goût de la victoire. Mon premier appel téléphonique a été pour le directeur de l'établissement de soins palliatifs de ma mère à Lyon. « Je veux rembourser toute ma dette », lui ai-je dit. Il a bégayé, mais Madame Louise, c'est... pas seulement la dette mensuelle. L'ai-je interrompu. Je veux payer d'avance tous les frais des 2 prochaines années. Le silence à l'autre bout du fil, cela n'avait pas de prix. Ma mère était désormais en sécurité. Je leur avais retiré leur plus grand moyen de pression. Il était temps de passer à la 2e étape. Mon armure était prête. Mon arsenal était prêt. Il me fallait maintenant un général. Mon 2e appel était destiné à l'un des avocats d'affaires les plus impitoyables et les plus redoutés de Paris. Il avait la réputation, ou plutôt la crainte, d'être spécialisé dans les faillites, les OPA hostiles et les trahisons d'entreprise. Il s'appelait Maître Bernard Dubois. Bernard était un homme que même les requins hésitaient à affronter. J'ai contourné sa secrétaire et je me suis adressée directement à lui. Ma voix ne tremblait pas, Maître Bernard. Ai-je dit, ma voix résonnant dans les murs de la chambre d'hôtel. Je m'appelle Louise Fournier. J'ai récemment été licenciée de manière illégale de la société Innovatech Solutions, située à La Défense. On m'a piégée pour détournement de fonds et ma réputation a été détruite. Il y eut un silence au téléphone. J'entendis Bernard respirer. Et, ai-je poursuivi, je souhaite vous engager pour racheter cette société. Le prix n'est absolument pas un problème. La voix de Bernard ressemblait au crépitement des graviers. Demain matin à 9h, dans mon bureau, ne soyez pas en retard. Le téléphone s'est éteint. Pierre, Sophie et Antoine. Ils pensaient m'avoir jeté à la rue avec 14 €. Ils pensaient m'avoir détruit, anéanti. Ils pensaient que j'allais mourir de froid dans les rues de Paris. Mais ils ignoraient une chose. Le jeu ne faisait que commencer. Le lendemain matin, à 9h pile, j'étais dans le bureau de Maître Bernard Dubois, place Vendôme. Ce bureau ne représentait pas le succès, mais une richesse incontestable, transmise de génération en génération. Les murs étaient en bois sombre et l'air était imprégné d'une odeur de cuir vieilli et de tabac coûteux. Bernard n'était pas assis derrière son bureau. Il se tenait devant la fenêtre, regardant la célèbre colonne de la place. Il ne s'est même pas retourné lorsque je suis entrée. Innovatech Solutions, dit-il d'une voix aussi froide et dure que les objets coûteux qui se trouvaient dans la pièce. Une petite société de conseil en technologie. Elle connaît une croissance agressive, mais ses flux de trésorerie sont catastrophiques. Son fondateur, Jean-Luc Vasseur, détient 60% des parts. Les 40% restants sont répartis entre l'équipe de direction et de petits investisseurs. Votre ami.
Pierre détient 5% des parts. La femme, Sophie, elle n'est rien. Ce n'est qu'un pion. En le regardant, j'ai compris que cet homme ne s'intéressait pas aux sentiments. Il ne s'intéressait qu'aux chiffres et aux leviers financiers. Mademoiselle Fournier, dit-il en se tournant enfin vers moi. Ses yeux étaient aussi inexpressifs que ceux d'un reptile. La vengeance est un passe-temps coûteux. Acheter une entreprise dans le seul but de licencier quelqu'un, c'est amateur. Je n'étais plus la femme en peignoir de luxe dans ma chambre d'hôtel. Je portais un tailleur sur mesure. Maître Bernard, dis-je d'une voix plus froide que la sienne. Ce n'est pas un passe-temps, c'est un investissement. Pierre et son équipe sont en train de couler l'entreprise. Ils pensent que j'ai détourné 250 000 €, mais ils ne voient pas le véritable vol. Nous pouvons convaincre l'actionnaire principal avec une offre bien inférieure à la valeur actuelle d'Innovatech. Je m'approchai de lui et posai une clé USB sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est » demanda Bernard. Ce sont toutes les preuves de la société parallèle que Pierre a secrètement créée au cours des 6 derniers mois en utilisant les ressources de l'entreprise. Mon licenciement visait à couvrir ce vol. Ces 250 000 € étaient un budget marketing, dépensé pour détruire ma réputation. Le montant réel qu'ils ont volé s'élève à plusieurs millions d'euros. Pour la première fois, je vis une émotion sur le visage de Bernard. De la curiosité ? Comment avez-vous découvert cela ? Avant d'être licenciée, j'étais chargée de sauvegarder toute la base de données de l'entreprise. Et je fais très bien mon travail. Cette copie est même plus récente que celle des serveurs d'Innovatech. Bernard sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux, mais plutôt celui d'un requin qui sent l'odeur du sang. « Je comprends maintenant, dit-il. Vous ne voulez pas vous venger. Vous voulez la guerre. Et vous voulez que l'actionnaire principal, Vasseur, apprenne que son directeur l'a volé. Tout ce que veut Vasseur, c'est de l'argent. Nous allons lui prouver que Pierre est un voleur, puis lui proposer une offre de sortie à un prix inférieur à sa valeur afin de sauver l'entreprise. Il sauvera ainsi son honneur et une partie de son argent. » Bernard s'assit à son bureau. « J'aime ce plan. Il est très élégant. Mes honoraires s'élèvent à 100 000 €. Je m'y mets tout de suite. Je vais organiser une partie de golf fortuite avec Vasseur. » Lorsque je quittai son bureau, la première partie du plan était déjà en marche. Bernard allait mener la bataille financière. Mais moi, je devais mener une opération chirurgicale. J'avais besoin de preuves du piège qu'il m'avait tendu. Je devais prouver que ce faux ordre de virement avait été effectué depuis l'ordinateur de Sophie. Bernard allait tenter les voies légales, mais j'en avais assez de la lenteur des lois. J'avais besoin d'une solution plus rapide. C'est à ce moment précis que je me suis souvenu de ce deuxième nom, issu de mes années universitaires à Marseille. Bernard était au sommet de la légalité, cet homme en était à l'opposé. Il s'appelait Silas. Ce n'était pas un génie de l'informatique, mais un fantôme du numérique. Il n'a pas été facile de retrouver Silas. Il n'était plus dans son ancienne résidence universitaire. J'ai suivi sa trace jusqu'à un magasin de réparation électronique sans nom. Situé dans une ruelle méconnue des touristes, dans le Marais, lorsque je suis entrée, une odeur de soudure et d'ozone m'a frappée. Silas était à peine visible parmi les cartes électroniques empilées sur la table. Quand il m'a vue, ses yeux se sont écarquillés. « Louise ? Louise Fournier ? Bon sang, j'avais entendu dire que tu avais décroché le gros contrat à la Défense. Mais j'ai aussi entendu dire que tu avais été virée. Ce que tu as entendu est vrai, Silas, et même pire. » Alors, dit-il en lâchant l'air qu'il avait dans la main, « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis sûre que tu n'es pas venu pour faire réparer un vieux portable. » « Non. » Et répondis-je. Je sortis de mon sac une liasse de 50 000 € en billets, entourée d'un ruban adhésif, et la posai sur la table. Les yeux de Silas se posèrent sur l'argent, puis sur moi. « C'est un acompte, » dis-je. « Pourquoi faire ? » « Je veux que vous vous introduisiez dans les serveurs d'Innovatech Solutions. De manière illégale, je veux que vous trouviez toutes les transactions effectuées à partir de l'ordinateur d'une employée nommée Sophie Martin. » Silas recula. « Louise, ce n'est pas mon travail. Je ne fais que changer les écrans de téléphone. C'est de l'espionnage industriel. C'est passible de 5 ans de prison. » Je me suis penchée vers la table. « Silas, tu te souviens de cette 2e année à Marseille ? Ce petit incident ? Dans la salle des serveurs du doyen ? Si je n'avais pas été là cette nuit-là pour distraire le gardien et endosser la responsabilité, tu serais en train de compter les murs de ta cellule plutôt que les écrans de téléphone. » Il déglutit. Il se souvenait de cette faveur. 50 000 d'avance, dis-je. 200 000 de plus quand tu auras terminé le travail. Et tu auras remboursé ta dette. Silas regarda l'argent sur la table pendant 1 minute.
Puis il me regarda, il sourit lentement. « Sophie Martin, dit-il, que peux-tu me dire à son sujet ? A-t-elle un point faible ? » Je me suis souvenu soudainement. L'attitude hypocrite de Sophie, son obsession pour les sacs à main de luxe, son désir avide d'une vie luxueuse. « Oui, répondis-je. Elle a une grande faiblesse, la cupidité. » Silas s'assit devant son ordinateur. « Alors, dit-il en faisant danser ses doigts sur le clavier, préparons un faux email pour Madame Sophie, lui annonçant qu'elle a remporté un prix VIP client spécial des Galeries Lafayette. Les gens, en particulier ceux qui viennent de gagner de l'argent qu'ils ne méritent pas, ne peuvent jamais résister à des produits de luxe gratuits. » La deuxième partie du plan était également en marche. Tandis que Bernard assiégeait la forteresse financière depuis l'extérieur, Silas s'apprêtait à s'infiltrer à l'intérieur comme un fantôme, invisible, les 24 heures qui ont suivi mon départ de la boutique étouffante de Silas, dans le marais ont été les plus longues de ma vie. Je faisais les 100 pas dans ma chambre d'hôtel comme un tigre. Les deux volets du plan avançaient simultanément et la moindre erreur dans l'un d'eux pouvait faire échouer toute la stratégie. Bernard avait organisé une partie fortuite avec Jean-Luc Vasseur, l'actionnaire principal de la société, dans ce club de golf prestigieux de Saint-Cloud. Vasseur était un homme paresseux mais avide, qui avait grandi dans l'argent et s'était lancé tardivement dans le monde de la technologie. C'était le domaine d'expertise de Bernard. Au même moment, Silas avait également lancé sa ligne. « Ne t'inquiète pas, Louise », avait dit Silas avant de quitter le magasin. Ce genre de personnes, en particulier celles qui viennent d'acquérir un pouvoir qu'elles ne méritent pas, commettent les erreurs les plus stupides. L'orgueil est une faiblesse plus facile à exploiter que le meilleur des pare-feux. Il avait raison, le mardi matin, à 10h15, mon téléphone a sonné. C'était Silas. Sa voix était différente, empreinte d'une excitation intense. « On est dedans, Louise. C'est un vrai idiot. » Non seulement il a ouvert l'email, mais il a aussi saisi son mot de passe personnel et celui du réseau de l'entreprise sur la fausse page de connexion intitulée « Veuillez confirmer votre sécurité pour recevoir votre récompense ». Il a utilisé le même mot de passe pour les deux. Tu peux croire ça? J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Qu'as-tu trouvé, Silas ?» ?»« J'ai trouvé ce que tu cherchais. » Et bien plus encore, sa voix est devenue grave. Ce virement de 250 000 €, comme tu l'avais deviné, il a été effectué depuis l'ordinateur de Sophie, en utilisant ton mot de passe. Les traces numériques sont aussi visibles qu'un panneau lumineux néon entre Paris et Lyon. Date, 2 jours avant ton licenciement. Heure, 18h, exactement au moment où tu as quitté ton bureau. C'était ce dont j'avais besoin sur le plan juridique. La preuve de mon innocence. Mais attends, dit Silas, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Le gâteau lui-même est bien plus savoureux, Louise. Que veux-tu dire? Pierre et Sophie sont aussi stupides qu'imprudents. Ils utilisent un canal de discussion privé non crypté sur les serveurs de l'entreprise. Je suppose qu'ils se croyaient très malins. Toutes les communications concernant la filiale de Pierre sont là. Comment ils ont orienté leurs clients, comment ils ont volé les ressources d'Innovatech. Tout ce dont Bernard a besoin pour achever Vasseur est là. J'ai pris une profonde inspiration. Super, Silas, télécharge tout. À Bernard? Louise, tais-toi et écoute. Dit Silas d'un ton si sec que je me tue. Je n'ai pas encore dit le pire. Il y eut un silence au téléphone. Seul le cliquetis du clavier se faisait entendre. Ce n'est pas seulement une trahison professionnelle. Dit Silas, la voix pleine de dégoût. C'est personnel. J'ai trouvé un forum où ils parlent de toi. Après ton licenciement. Que disent-ils? Ai-je murmuré. Je suis en train de lire. A-t-il répondu. Sophie a écrit. Tu aurais dû voir son visage quand il est monté dans l'ascenseur, Pierre. Il était trempé comme un rat. C'était tellement pitoyable. Pierre a répondu. C'est ce que cet idiot méritait. Sans mon mentorat, il n'était rien. Que va-t-il faire maintenant avec toutes ses dettes? Elle trouvera peut-être un carton sur les berges de la Seine. Sophie a envoyé un emoji qui rit et a ajouté « Comment va-t-elle payer les frais médicaux de cette femme malade à Lyon? Elle ne tiendra pas de moi. » Le téléphone que je tenais à la main est tombé sur le tapis coûteux de cette chambre d'hôtel luxueuse. C'était monstrueux. Il ne m'avait pas seulement piégé. Il ne m'avait pas seulement volé mon argent. Il s'était moqué de ma douleur, de la maladie de ma mère. Ils avaient pris plaisir à assister à ma chute. Cette détermination glaciale, cette colère froide, à cet instant, se sont transformées en une haine pure et sans mélange. Ce n'était plus une guerre,
C'était une opération d'extermination. J'ai mis le haut-parleur. « Silas !» ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, d'un ton dénué d'émotion. « Télécharge chaque ligne de ces enregistrements de conversation. Avec les horodatage, les adresses IP. Ne laisse rien de côté, puis efface toutes les traces et quitte ce serveur. Pour toujours. » « D'accord, Louise. Dans une demi-heure, tu auras tout dans un fichier crypté. » Le téléphone s'est éteint. À ce moment-là, mon deuxième téléphone a sonné. « Maître Bernard », je répondis en essayant de me calmer. « Maître Dubois, mademoiselle Fournier ?» dit la voix grave de Bernard. « Le golf est un sport intéressant, surtout au 12e trou. » « Que s'est-il passé au 12e trou ?» J'ai dit à Jean-Luc Vasseur que j'avais entendu des rumeurs, selon lesquelles son directeur le plus fidèle, Pierre, détournait ses propres clients vers une filiale secrète. Il a d'abord ri. « Pierre est comme mon fils », m'a-t-il dit. Je lui ai alors montré les titres de propriété du château que son fils avait acheté le mois dernier à Bordeaux. Il n'avait pas les moyens d'acheter ce château. Comment a-t-il réagi ? Il a failli casser son club de golf. Il est devenu livide. C'est impossible. A-t-il balbutié ? Je lui ai alors montré la première preuve contenue dans ta clé USB, les documents constitutifs de cette filiale. Avec la signature de Pierre, Bernard marqua une pause. Vasseur veut vendre Innovatech, Louise. Et tout de suite, il veut sauver sa réputation et prendre son argent avant qu'un scandale n'éclate. Il est prêt à accepter un prix inférieur de 40% à la valeur actuelle de l'entreprise. Nous y étions. Les deux camps avaient remporté la victoire. J'avais entre les mains une bombe numérique qui prouvait non seulement le vol commis par Pierre et Sophie, mais aussi leur immoralité. Et devant moi se trouvait l'opportunité d'acheter à un prix dérisoire l'entreprise qui m'avait trahi, Pierre et Sophie, qui pensaient se moquer de ma douleur en buvant du champagne, creusaient en fait leur propre tombe. N'est-ce pas là le pire aspect de la trahison ? Ce n'est pas que votre ennemi vous batte, mais que quelqu'un que vous considérez comme un ami se réjouisse de votre chute. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est le plus répugnant ? Qu'ils aient volé l'argent ou qu'ils se soient moqués de la maladie de ma mère ? Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, car la décision que je vais prendre sera bien plus cruelle que ce que vous pouvez imaginer. Dans ma chambre d'hôtel, je ne sais pas combien de temps je suis restée immobile après avoir accroché le téléphone. La voix de Bernard, Vasseur veut vendre. Et celle de Silas, il trouvera peut-être un carton sur les berges de la Seine. Résonnait dans ma tête. Il s'était moqué de la maladie de ma mère. Avec mon effondrement, ce moment de haine pure et simple a aiguisé mon esprit comme un diamant. Je ne pouvais pas en finir simplement en rachetant la société. Cela aurait été trop simple. Cela n'aurait pas été juste. Cela n'aurait été qu'une transaction commerciale. Non, ce que je voulais, ce n'était pas la justice, mais le karma. Ce karma extrême. Dans l'analyse, je devais leur rendre au centuple l'humiliation publique, le désespoir et la peur qu'ils m'avaient fait subir. J'ai repris mon téléphone et j'ai appelé Bernard. Il a répondu au deuxième appel. « Bernard ?» dis-je d'une voix si froide et calme que je m'en étonnais moi-même. Le plan a changé. Il y eut un silence au bout du fil. Comment ça, le plan a changé, mademoiselle ? Vasseur est pris au piège. Si on ne le fait pas maintenant, il va s'échapper. Nous allons le fermer, ai-je répondu. Mais pas sous le nom de Louise Fournier. Louise Fournier est morte. Ils l'ont tuée dans cet ascenseur. Maintenant, dès ce matin, je veux que vous créiez une nouvelle société anonyme à associés uniques, appelée Aegis Holdings. Aegis, cela signifie bouclier, tout comme le nom de mon portefeuille cryptographique que j'ai oublié. Ce sera mon bouclier. J'ai poursuivi. Son siège social sera situé près des Champs-Élysées, à une adresse prestigieuse mais anonyme. Vasseur ne saura jamais qui est l'acheteur. Il pensera simplement qu'il s'agit d'un fonds d'investissement ennuyeux basé en Suisse. Une transaction totalement stérile, totalement institutionnelle. Bernard a ri. Sa voix grave indiquait qu'il comprenait le plan. Une société écran, très théâtrale, ça me plaît. Et les enregistrements de conversations trouvés par Silas, Bernard, nous ne donnerons pas ces preuves à Vasseur. Mais pourquoi ? Ces preuves pourraient incriminer Vasseur. Ces preuves n'étaient pas pour Vasseur. L'interrompis-je. Ces preuves étaient pour moi. Le mensonge du château à Bordeaux suffisait à Vasseur pour s'enfuir. Il vendra ses parts, signera un accord de confidentialité à vie et disparaîtra. Nous le menacerons de dénoncer le vol de Pierre à la police et il se taira à jamais. « Je comprends », dit Bernard.
Nous faisons taire Vasseur. Mais qu'en est-il des deux rats, Pierre et Sophie? Allons-nous les laisser à la nouvelle direction? Un sourire glacial se dessina sur mes lèvres. La nouvelle direction, c'est moi, Bernard. Et non, vous me les laisserez. Pour l'instant, ils ne sauront rien. Ils apprendront que Vasseur a vendu son entreprise par peur, c'est tout. Ils feront probablement la fête au bureau en sabrant le champagne. Comme vous voudrez, mademoiselle. Aegis Holdings sera créé ce soir. Transférez les fonds nécessaires sur mon compte fiduciaire. Transférer 2 millions d'euros de mon compte crypto vers le compte bancaire suisse de Bernard était plus facile que d'envoyer un email et c'était tombé à mon message avisé. 72 heures suivantes, Usinas projet de pauvre paramètre space se sont déroulées dans le silence d'une salle de guerre. Bernard a travaillé avec la précision d'un chirurgien légiste. Vasseur craignait tellement un scandale qu'il signait sans broncher tous les documents que Bernard lui présentait. À 16 heures, un vendredi après-midi, 60% des parts de la société ont officiellement été transférées à Aegis Holdings. Lorsque Bernard m'a appelé, je buvais un café au bar de mon hôtel. C'est officiellement terminé, mademoiselle Fournier. Innovatech Solutions vous appartient désormais. Vasseur a déjà pris son jet privé pour Nice. Très bien. Ai-je répondu? Et Pierre et Sophie? D'après les registres, ils sont au bureau. Ils ont même demandé une réunion urgente lundi matin pour rencontrer les représentants de la nouvelle direction. Je pense qu'ils veulent assurer leur position. C'était le moment que j'attendais. Cette colère froide, cet instant, s'est transformée en une statue de glace. Parfait, dis-je en buvant une dernière gorgée de café. Acceptons la réunion, Bernard. Lundi matin, à 10h pile, dans la salle de réunion vitrée du 40e étage. Je fis une pause et ajoutai « Dans la salle où ils m'ont licencié ». « Vous serez là aussi ?» demanda Bernard. Je me suis levée et j'ai ajusté ma veste. En sortant du bar, les lumières de Paris commençaient à s'allumer. « Non, Bernard, je n'y serai pas. »« Je ne comprends pas. Je serai là en tant que représentant de la nouvelle direction. Et s'il vous plaît, faites en sorte qu'ils entrent dans la salle de réunion avant moi. Je veux qu'ils m'attendent à cette table, tout comme je les ai attendus. » Pierre et Sophie entraient dans la salle en pensant avoir remporté la victoire de leur vie. Ils avaient éliminé cet idiot, cette souris trempée. Le contrôle de l'entreprise leur appartenait désormais. Ils préparaient une présentation pour prouver à leur nouveau propriétaire anonyme qu'il était d'excellents gestionnaires. Mais ils ignoraient une chose, la présentation qu'ils allaient faire le lundi matin n'était pas une présentation. Professionnelle, ce serait une exécution. Et le bourreau serait assis juste en face d'eux, lundi matin. 9h45, ce matin-là, je n'ai pas pris le métro. Je suis descendue d'une Mercedes noire brillante avec chauffeur qui m'avait déposée au pied de la Défense. Je ne portais pas la robe gris pâle que je portais. Le jour où ils m'ont licenciée, je portais une armure. Un tailleur Yves Saint Laurent noir, fait sur mesure. Une veste aux épaules marquées, parfaitement ajustée à mon corps. À mes pieds, des talons loup-boutin de 10 cm, fins, qui résonnaient à chaque pas sur le sol en marbre. Mes cheveux, qui avaient été trempés par la pluie ce jour-là, étaient parfaitement coiffés en un chignon serré juste au-dessus de ma nuque. En sortant de l'hôtel, je me suis regardée dans le miroir. La femme que j'ai vue ne pleurait pas. Elle souriait, mais ce n'était pas ce vieux sourire chaleureux. C'était le sourire de Maître Bernard, le sourire d'un requin. Lorsque je franchis la porte tournante de l'immense tour de verre, il était 9h50. Juliette, la réceptionniste du hall, a levé la tête. En me voyant, elle a failli laisser tomber le téléphone qu'elle tenait à la main. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. « Louise ? Mais... » Je ne l'ai même pas regardée. En passant à côté d'elle, ma voix a résonné sous le haut plafond du hall. « Mademoiselle Fournier, je suis ici pour Aegis Holdings, 40e étage, salle de réunion C. » L'expression sur le visage de Juliette, cette surprise, cette peur, ce n'était que le premier goût de la vengeance. Je suis montée dans l'ascenseur. Cet ascenseur, cette boîte métallique qui m'avait rejetée dehors comme un rat trempé. Lorsque les portes se sont refermées, j'ai de nouveau vu mon reflet. Mais cette fois, je ne regardais pas la femme dans mon reflet avec pitié. Je la regardais avec admiration. Cette femme était redoutable. Et cela me plaisait beaucoup. Lorsque les portes se sont ouvertes, j'ai pénétré dans ce bureau ouvert qui m'était familier. Et, silence, tous les bruits de clavier se sont arrêtés. Toutes les conversations téléphoniques ont été coupées net. Plus d'une centaine de personnes ont retenu leur souffle en même temps. J'ai de nouveau entendu ces chuchotements.
Mais cette fois, il ne disait pas « comme c'est pitoyable ». Il disait « c'est elle » et ce n'est pas possible. Et j'ai curvacu « qu'est-ce que pour eposo segment » Qu'est-ce qu'elle fait ici? Les gens qui m'avaient regardé avec pitié ce jour-là voyaient désormais quelqu'un de complètement différent devant eux. La richesse n'est pas seulement une question d'argent, c'est une attitude. Et à ce moment-là, j'étais plus fort que tous ceux qui se trouvaient dans ce bureau, la tête haute, le pas rythmé. Tic, tic, tic. Je passais devant mon ancien bureau. Les affaires de quelqu'un d'autre s'y trouvaient. Je m'en moquais. Mon objectif était l'aquarium aux parois de verre au bout du couloir. La pièce où ils m'avaient licencié, je suis arrivée à la porte. Ils étaient à l'intérieur, Pierre et Sophie. Ils me tournaient le dos. Ils regardaient l'écran géant devant la pièce. Une présentation PowerPoint était ouverte. Titre : Nouvelle vision stratégique pour Innovatech 2.0. Pierre regardait sa montre avec impatience, comme d'habitude. Ce type, Aegis, est en retard, marmonna-t-il. Ils sont riches, mais leur timing est nul. Sophie gloussa, son faux gloussement mielleux. Calme-toi, mon chéri. Ils se sont peut-être perdus en montant les 40 étages. Laissons-les s'organiser. Nous, on s'occupe de notre travail. J'ai lentement abaissé la poignée de la porte. Le clic a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Ils se retournèrent tous les deux en même temps. Le sourire arrogant sur le visage de Pierre se figea comme un masque. Sophie pâlit. Elle laissa tomber le stylo qu'elle tenait à la main. Ses yeux s'écarquillèrent comme si elle avait vu un fantôme sorti tout droit de la scène. « Louise » murmura Pierre. Son ton charismatique avait disparu, remplacé par un murmure incrédule et irrité. « Que fais-tu ici ?»« Je vais appeler la sécurité. Sors immédiatement !» Sophie était plus intelligente. Elle avait compris le danger. Elle avait vu mes vêtements. Elle avait vu ma posture. « Pierre, arrête !» dit-elle d'une voix tremblante. Je suis entrée lentement dans la pièce. Mes pas étaient silencieux, même sur la moquette. Je me suis dirigée directement vers la table, vers le fauteuil de patron, où Pierre s'asseyait toujours. Je posai ma sacoche en cuir sur la table avec un bruit sec. « Pas besoin de sécurité, Pierre. » dis-je. Ma voix était froide, impassible et tranchante, à tel point que je ne la reconnaissais pas moi-même. « Et je vous prie de vous asseoir. Tous les deux. » Pierre a failli protester. « De quel droit ?»« Asseyez-vous. » Ma voix claqua comme un coup de fouet. Tous deux sursautèrent et s'effondrèrent sur leur chaise, comme poussés par une force invisible. Je pris place dans mon fauteuil. Ce fauteuil était confortable, je balayai les deux du regard. Je m'attendais à voir de la peur. Mais ce que je vis était plus que de la peur. Ils ne comprenaient pas. Leur esprit était incapable d'assimiler ce qu'ils voyaient. « Bonjour Pierre. »« Bonjour Sophie. » dis-je d'une voix calme. « J'attends votre présentation avec impatience. » Nouvelle vision stratégique 2.0. « C'est ça ? Impressionnant !» Pierre bégayait. « C'est une blague. »« Qui t'a laissé entrer ? » « Vasseur. »« Où est Vasseur ? » ?»« Jean-Luc Vasseur. » Et dis-je en passant mes ongles sur la surface polie de la table. Est actuellement dans son jet privé, en train de siroter du champagne en direction de sa villa à Nice. Il a vendu ses parts. Sophie eut le souffle coupé. « Quoi ? À qui les a-t-il vendus ? Il ne nous a pas prévenus. » Il n'était pas obligé de nous prévenir, dis-je. Il était pressé, maintenant. Je me penchai légèrement vers la table. Je savourais cet instant. Le jour où vous m'avez licencié, vous m'avez dit « Vous ne travaillerez plus jamais dans ce secteur. » N'est-ce pas, Pierre ? Je l'ai regardé dans les yeux. Cette détermination glaciale se traduisait maintenant en mots. « Tu avais raison. » ai-je dit. « Je ne travaillerai plus dans ce secteur. » Une petite pause et le coup de grâce. Je vais posséder ce secteur. Je suis le représentant d'Aegis Holdings. Je suis votre nouveau patron. Bienvenue à Innovatech Solutions, ou plutôt, bienvenue dans mon entreprise Innovatech Solutions. Le silence dans la pièce n'était plus seulement du silence. C'était un poids physique. C'était le bruit de deux vies, deux carrières, deux orgueils qui tombaient en poussière, simultanément, en temps réel. Le visage de Sophie était devenu un masque de cire. Pâle, figé et inexpressif. C'était comme si elle avait rendu l'âme là, sur ce fauteuil en cuir coûteux. Pierre, quant à lui, était un animal différent. Son choc fit rapidement place à cette colère familière, d'un rouge profond. Puis, il rit, un rire court, hystérique, semblable à un aboiement. « Le nouveau patron » siffla-t-il, la voix tremblante d'incrédulité. « C'est
C'est fou! C'est une blague. Vasseur ne te vendra pas cette entreprise. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un rat trempé. Lentement, je tendis la main vers mon sac en cuir noir brillant posé sur la table. Le bruit de mes ongles frottant contre le cuir coûteux résonna dans la pièce. Une souris trempée, dis-je d'une voix glaciale malgré la chaleur de la pièce. Oui, c'est ce que j'étais ce jour-là, Pierre. Mais vous avez oublié une chose. Il n'y a qu'une seule chose plus dangereuse qu'une femme sans le sou, trahie, qui n'a plus rien à perdre. Je m'interrompis. Je savourais cet instant. Elle aussi est une femme riche qui n'a plus rien à perdre. J'ai sorti le premier document de mon sac. C'était un relevé bancaire. Le reçu officiel du virement de 2 millions d'euros effectué par Maître Bernard au nom d'Aegis Holdings. J'ai fait glisser le document vers lui sur la surface polie de la table. Aegis Holdings, ai-je dit. C'est à moi. La société, c'est à moi. Cet immeuble, cet étage, cette table. J'ai posé ma main sur la surface lisse en acajou de la table. Tout cela m'appartient. Les yeux de Pierre se fixèrent sur les chiffres du reçu, sur ce montant à 7 chiffres. Sa fausse colère s'évanouit comme un ballon dégonflé. Elle fit place à une peur pure et primitive. Il ne comprenait pas d'où venait cet argent, comment cette femme criblée de dettes avait pu. « Mais comment ?» balbutia-t-il. « Ces dettes ? Ta mère. Ce crédit. Ma mère est en sécurité, Pierre, dis-je d'une voix tranchante comme une lame. Oh, tous les frais de la clinique de Lyon ont été payés pour les 2 prochaines années. Le crédit, il a été remboursé. Je tournai les yeux vers Sophie. À ce moment-là, elle était tellement recroquevillée qu'elle était presque invisible sur sa chaise. Et maintenant, dis-je, avant de passer à votre formidable présentation, Vision stratégique 2.0. Et j'aimerais faire une petite évaluation des performances passées. Qu'en dites-vous ? Je sortis un deuxième dossier de mon sac. Il était épais. C'était le chef-d'œuvre de Silas. Je posai le dossier sur la table. Il fit un bruit sourd. Sujet numéro 1. Fraude et falsification. J'ai ouvert la couverture du dossier. Le fameux transfert de 250 000 euros. Waouh, c'était un plan très intelligent. M'accuser, convaincre tout le monde de ma culpabilité parce que vous connaissiez mes dettes. Il n'y avait qu'un seul défaut. Je leur ai montré la feuille du dessus. Les eurodatages, les adresses IP, les empreintes numériques. L'ordre de virement, dis-je, n'a pas été effectué depuis mon ordinateur. Sophie, mais depuis le tien, depuis ton adresse IP, 2 jours avant mon licenciement, à 18h04, à l'heure où je quittais le bureau. C'est un document qui va beaucoup intéresser le parquet de Paris. Sophie poussa un gémissement rauque et bestial. Non, Pierre, ne me fais pas ça. Les yeux de Pierre se tournèrent vers Sophie. Son masque charismatique était tombé, laissant apparaître une panique hideuse. « Ferme-la, idiote !» cria-t-il. « Elle ne peut rien prouver !»« Faux !» dis-je calmement. Je sortis le 3e dossier. Celui-ci était encore plus épais. Sujet numéro 2, pillage d'entreprise et vol qualifié. Je posai également ce dossier sur la table. La société secrète de Pierre, celui que tu as utilisé pour acheter le château à Bordeaux. Comment tu as détourné les clients, comment tu as volé les ressources d'Innovatech. C'est pour ça que Vasseur a vendu. Mais il ne connaissait que la partie émergée de l'iceberg. Moi, j'ai tout. Ce n'est pas seulement une raison de licenciement, Pierre. D'après la loi française, c'est au moins 5 ans de prison. Pierre ne respirait plus. Il ne faisait que pousser des sons saccadés comme s'il étouffait. Mais, dis-je, ma voix se transformant en murmure, je me penchai vers la table. Vous savez quoi ? Ce qui est intéressant, c'est que je m'en fiche complètement. Ils me regardèrent tous les deux. Leurs yeux reflétaient une pure stupéfaction. Ils ne comprenaient pas. Je me fiche que vous ayez volé l'argent. Je me fiche que vous ayez volé l'entreprise. Je me fiche même que vous m'ayez licencié. J'ai sorti le 4e et dernier dossier. C'était un dossier mince, seulement quelques pages. Mais ça, ai-je dit en posant les papiers sur la table ? Ça, c'est personnel. C'était les enregistrements de nos conversations. Sophie, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Et tu as écrit ? Tu aurais dû voir son visage quand il est entré dans l'ascenseur, Pierre. Il était trempé comme une souris. Il était tellement pitoyable. À ce moment-là, le visage de Sophie s'est crispé d'une horreur indescriptible. Elle s'en souvenait. Je me suis tournée vers Pierre. « Et toi, Pierre ?» Tu as répondu « C'est ce que cet idiot méritait. » Sans mon mentorat, il n'était rien. Il trouvera peut-être un carton sur les berges de la Seine. Je m'interrompis.
Le tic-tac de l'horloge dans la pièce résonnait comme le compte à rebours d'une bombe. Et puis, dis-je, ma voix commençait à trembler, mais pas de colère, plutôt de haine glaciale. Vous avez parlé de ma mère. Comment va-t-elle payer les frais de cette femme malade à Lyon? Elle ne tiendra pas de moi. À ce moment-là, ils ont tous les deux craqué. Le faux courage de Pierre, son arrogance, tout cela s'est effondré en une seconde. Il est tombé de sa chaise, à genoux, littéralement. Il s'est effondré par terre. Louise, s'il te plaît, je ne voulais pas dire ça. On plaisantait. Mon Dieu, s'il te plaît, Louise. Sophie, quant à elle, ne faisait que pleurer. Des cris hystériques et étouffés. C'est lui qui a tout voulu. Pierre m'a forcé. Ces 250 000 €, c'était son idée. Tout ça, c'était son idée. S'il te plaît, Louise, s'il te plaît, ne m'envoie pas en prison. S'il te plaît. Ils s'accusaient mutuellement. Ils se trahissaient, comme deux rats sur le point de se noyer au milieu de l'océan, essayant de grimper l'un sur l'autre pour survivre. C'était dégoûtant. C'était pitoyable et c'était génial. Je me suis levée. Je les ai regardés d'en haut, depuis le bout de la table en verre. L'un suppliait à mes pieds, l'autre était affalé sur la table, en pleine crise d'hystérie. « Vous savez, dis-je calmement en boutonnant ma veste, quand vous m'avez virée, vous m'avez donné le choix. Soit je pars sans rien dire, soit vous appelez la police. » Ils m'ont tous deux regardé avec espoir. À travers leurs larmes, ils cherchaient une petite lueur d'espoir. « Je vais vous offrir le même choix. » Je me suis dirigée vers la porte. J'ai posé ma main sur la poignée. « Rassemblez vos affaires. Vous avez 10 minutes pour nettoyer vos tables. » Je n'appellerai pas la sécurité. Les yeux de Pierre brillèrent de surprise. « Mon Dieu, merci Louise. Je te jure que je me rattraperai. Je n'ai pas fini, Pierre. Je me suis retournée vers lui. J'avais mon sourire de requin sur le visage. Je n'appellerai pas la sécurité aujourd'hui. Parce que je ne veux pas que vous alliez en prison. Ce serait trop facile. La prison, ça se termine au bout de quelques années. Mais moi, je veux que vous soyez fichus. Je ne comprends pas, dit Pierre, la voix tremblante. Ces dossiers, dis-je en montrant la pile de preuves sur la table, ne seront pas remis à la police. Non, ils seront remis à tous les acteurs de ce secteur. À tous vos concurrents à Paris, à tous vos clients, à toutes les agences de recrutement. Les enregistrements de vos conversations qui prouvent votre fraude, votre vol et surtout à quel point vous êtes des êtres cruels et indignes de confiance, tout cela sera envoyé cet après-midi sous forme de communiqué officiel d'Aegis Holdings. Sophie cessa de pleurer. Elle me regarda avec horreur. « Tu m'as dit que je ne pourrais plus jamais travailler dans ce secteur, Pierre. Tu avais raison, mais tu ne parlais pas de moi. Tu parlais de toi, à Paris. Non, dans toute la France, tu ne pourras plus jamais mettre les pieds dans le hall d'une entreprise technologique. Plus personne ne vous fera jamais confiance. Vous ne toucherez plus jamais un bon salaire. Je vous mène à la faillite. Je vous efface. Je me suis arrêtée. Maintenant, sortez, vos 10 minutes ont commencé. » Et Pierre, il m'a regardé en s'essuyant le nez avec un mouchoir qu'il a sorti de sa poche. Ces cartons au bord de la Seine. J'espère qu'ils sont aussi confortables que vous le pensez. En claquant la porte, je m'arrêtai un instant dans le couloir. Je fermai les yeux. À travers la vitre de la salle de réunion, j'entendais les sanglots étouffés et désespérés de Sophie et la voix rauque de Pierre qui avait même cessé de supplier et essayait simplement de respirer. Le grand sentiment de satisfaction que j'attendais, cette ivresse de la victoire, ne vint pas, non. Ce qui est venu était très différent, beaucoup plus profond. C'était la paix froide et inébranlable que procure la justice rendue. Cette détermination glaciale, cette haine pure, tout cela avait fondu pour laisser place à une détermination d'acier. La vengeance était terminée. Il était maintenant temps de construire. Je suis retournée dans la salle de réunion, non pas avec un sourire de requin, mais avec un visage calme, presque inexpressif. Ils me regardèrent tous les deux. Leurs visages étaient peignés de larmes et de morve. Ils étaient pitoyables. La cravate en soie coûteuse de Pierre était défaite. Le maquillage impeccable de Sophie avait coulé sur son visage. Je pris le combiné du téléphone posé sur la table et composai le numéro de Juliette, qui se trouvait dans le hall. « Juliette, dis-je d'une voix pleine d'autorité qui résonna dans la pièce. Pourrais-tu envoyer 2 agents de sécurité au 40e étage ? Oui, Pierre Lemaire et Sophie Martin ont rassemblé leurs affaires. Je voudrais qu'on les accompagne gentiment jusqu'à la sortie du bâtiment. Merci. » Les yeux de Pierre me regardèrent avec un dernier espoir. « Louise ?
S'il te plaît, les dossiers, ce bulletin, ne fais pas ça. Je t'en supplie, ne me détruis pas. Prends Sophie, vire-la, mais moi, je peux t'aider. Je connais l'entreprise. C'était son dernier sursaut. C'était écœurant de voir comment ils se trahissaient les uns les autres en quelques secondes. Je ne lui ai pas répondu. Je l'ai simplement regardé. Ce regard silencieux était le non, le plus retentissant qu'il pouvait entendre. Lorsque les agents de sécurité sont apparus à la porte, ils se sont levés tous les deux comme des robots. Ils ont pris leur petite boîte en carton remplie de honte. Ils quittaient cette pièce où ils étaient venus célébrer la plus grande victoire de leur vie, avec la plus grande défaite de leur vie. Ils ont traversé tout le bureau ouvert. Tous les regards que les gens m'avaient lancés ce jour-là se tournaient maintenant vers eux. Ces chuchotements, ces regards compatissants, tout ce qui m'avait été adressé ce jour-là leur était maintenant renvoyé au centuple. J'aurais aimé voir l'expression de Juliette dans le hall. Une fois la porte refermée derrière eux, je suis retournée à mon bureau. Je me suis assis dans le fauteuil de mon patron et j'ai allumé mon ordinateur portable. J'ai envoyé mon premier email à Maître Bernard. Objet, envoyé. Contenu. Le moment est venu, pas Bernard. Publier le bulletin. 5 minutes plus tard, ce communiqué rédigé sur papier à en-tête était envoyé depuis les serveurs officiels du cabinet d'avocats de Bernard au PDG de toutes les grandes entreprises technologiques de Paris, à tous les départements RH, à toutes les agences de presse spécialisées et à tous les fonds de capital risque importants. Titre. Pour communiqué officiel concernant l'acquisition d'Innovatech, solution par Aegis Holdings et les irrégularités commises par d'anciens dirigeants. Texte était rédigé dans le style froid et juridique caractéristique de Bernard. Des termes tels que fraude d'entreprise, détournement de fonds, vol qualifié et comportement contraire à l'éthique fusaient dans tous les sens. Et tout en bas, le coup de grâce. Annexe, sélection d'extraits de la correspondance interne des anciens dirigeants, les notes trouvées par Silas, souris trempée, ou carton sur les berges de la Seine. Femme malade à Lyon. Cela n'a pris que 10 minutes. 10 minutes plus tard, les téléphones du bureau ont commencé à sonner. C'étaient les concurrents. Des clients qui disaient « Nous avons entendu ce qui s'est passé. C'est incroyable !» C'étaient les rédacteurs en chef des blogs spécialisés. Ce communiqué avait fait l'effet d'une bombe atomique dans le monde technologique parisien. Pierre et Sophie n'avaient pas seulement été licenciés. Cet après-midi-là, leur nom était devenu synonyme de trahison. Ils n'étaient plus des employés, mais des exemples à ne pas suivre. Ils avaient été rayés du secteur. Exactement comme je l'avais promis, mais mon travail n'était pas terminé. J'ai envoyé mon deuxième email. Destinataire, tous les employés d'Innovatech, objet, réunion générale obligatoire, dans 15 minutes, auditorium principal. En entrant dans l'auditorium, j'ai entendu le brouhaha. Tout le monde était debout, tout le monde chuchotait. Ils avaient eux aussi reçu le bulletin. Ils savaient ce qui s'était passé, mais ils ne savaient pas ce que cette nouvelle force qui se tenait devant eux allait faire. Je suis montée sur l'estrade. J'ai pris le micro. Plus d'une centaine de visages inquiets, effrayés et curieux me regardaient. Tous ceux qui m'avaient regardé avec pitié ce jour-là étaient là. « Bonjour », ai-je dit. Grâce au micro, ma voix a résonné dans toute la salle. Je pense que la plupart d'entre vous se souviennent de moi. Et la plupart d'entre vous ont lu le bulletin que vous avez entre les mains. Un silence s'est installé dans la salle. Je m'appelle Louise Fournier. Et oui, ce que vous avez entendu est vrai. Je suis la propriétaire d'Aegis Holdings. Et depuis ce matin, je suis la nouvelle PDG d'Innovatech Solutions. Quelques personnes ont essayé d'applaudir, mais elles se sont arrêtées. Ce n'était pas une célébration. La dernière fois que vous m'avez vue, ai-je poursuivi, j'étais expulsée de ce bâtiment sous la garde de 2 agents de sécurité. J'avais été accusée, j'avais été humiliée. Certains d'entre vous ont eu pitié de moi. D'autres se sont dit en silence « Heureusement que ce n'est pas moi ». Et certains se sont moqués de ma chute. J'ai balayé la foule du regard. Certains ont détourné les yeux. Soyons clairs, la Louise, qui est morte ce jour-là, ne reviendra pas. Cette femme confiante, qui considérait tout le monde comme un ami, n'existe plus. La personne qui se tient devant vous travaille avec une tolérance zéro. Tout comme Pierre l'a dit, un sourire apparut sur mon visage. Mais ma tolérance zéro s'applique au vol, au favoritisme, à la paresse et surtout à la trahison. Aujourd'hui, les pommes pourries de cette entreprise ont été éliminées.
Elles ont été arrachées à la racine. Maintenant, dis-je en élevant la voix, vous avez le choix. Cette entreprise a été pillée de l'intérieur au cours des 6 derniers mois. Sa réputation a été ternie. Mais ses fondations sont toujours solides. Mon objectif est de faire d'Innovatech l'entreprise la plus innovante non seulement de Paris, mais aussi d'Europe. Je vais y parvenir grâce aux talents présents ici, mais uniquement avec ceux qui partagent ma vision. Je suis descendue de l'estrade, j'ai commencé à marcher dans la salle. Si tout ce que vous voulez, c'est rentrer chez vous à 17h, la porte est là. Si vous voulez vous associer à la direction en colportant des ragots, la porte est là. Si vous croyez aux relations personnelles plutôt qu'au mérite, vous pouvez rejoindre Pierre et Sophie. J'ai traversé la salle d'un bout à l'autre. Mais si vous voulez vraiment faire du bon travail, gagner beaucoup d'argent et réécrire l'histoire du secteur, alors soyez à votre bureau demain matin à 8h pile, parce que la nouvelle Innovatech commence demain. Asday, êtes-vous avec moi? Après avoir posé la question, êtes-vous avec moi? Dans cette salle de réunion, je n'ai pas reçu de réponse sous forme d'applaudissements bruyants ou de cris enthousiastes. La réponse que j'ai reçue était le plus beau son que j'avais entendu jusqu'alors, un silence tendu mais déterminé. Puis, tout le monde dans la salle s'est levé en même temps et est retourné à son travail sans dire un mot. Ce jour-là, New Innovatech était né. Le lendemain matin, lorsque je suis arrivée au bureau à 8h pile, les couloirs étaient vides, mais les bureaux étaient pleins. Tout le monde, absolument tout le monde, était à son poste. Pas de chuchotement, pas de regard douloureux, seul le cliquetis méthodique de centaines de claviers résonnait. Ce n'était pas le bruit de la peur, mais celui de la concentration. Les 6 premiers mois ont été une véritable guerre. Les blessures infligées à l'entreprise par Pierre et Sophie étaient plus profondes que je ne l'avais imaginé. La confiance des clients était ébranlée, les flux de trésorerie paralysés. Mais je n'avais plus seulement 14 € en poche. J'avais derrière moi Aegis Holdings. J'ai utilisé jusqu'au dernier centime du reste de cette fortune cryptographique de 3 millions d'euros pour maintenir l'entreprise à flot. L'ancienne Louise, l'amie de tout le monde, m'avait disparu. À sa place, il y avait désormais une PDG impitoyable mais juste, qui passait ses nuits à diriger l'équipe de codage et ses matinées à négocier avec les financiers de Bruxelles pour obtenir des fonds. Le mérite était devenu notre seule religion. J'ai licencié le directeur marketing médiocre que Pierre avait promu uniquement parce qu'il était beau. À sa place, j'ai fait venir Claire, la brillante analyste assise au bureau du fond que Pierre trouvait trop discrète et qu'il ignorait constamment. Claire est devenue la nouvelle directrice stratégique de l'entreprise et sa première tâche a été de transformer la fausse filiale créée par Pierre pour acheter son château à Bordeaux en une véritable source de profit. Nous avons effacé l'ancien, nous avons créé une nouvelle vision. Et exactement un an plus tard, j'étais en couverture du magazine économique le plus prestigieux de Paris. Les Échos. Le titre était « La renaissance d'Innovatech, Louise Fournier, la femme de fer, de la Défense, remporte l'appel d'offres pour la sécurité numérique du projet Grand Paris ». Oui, nous n'avions pas seulement sauvé l'entreprise. En battant les géants du secteur, ces holdings valant des milliards d'euros, nous avions remporté l'ensemble de la sécurité numérique du futur plus grand projet d'infrastructure de Paris, l'énorme projet Grand Paris. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était une déclaration. Innovatech n'était plus une petite société de conseil, mais un géant. Ce soir-là, je n'ai pas sabré le champagne pour fêter la victoire. Je ne suis pas montée dans cette luxueuse Mercedes, j'ai laissé le chauffeur partir et j'ai voulu marcher seule dans mon vieux manteau usé. Mes pas m'ont conduit au bord de la Seine, tout comme cette nuit-là. J'ai cherché ce banc froid et humide où je m'étais réfugiée la nuit, où je m'étais retrouvée sans abri, et alors que je marchais vers ce banc, je l'ai vu. Au début, je ne l'ai pas reconnu. Il portait une anorak sale et grise. Il tenait une pile de brochures dans ses mains et les tendait aux touristes qui passaient. Bitte podierne, the Wekespeth, bateau-mouche, excursion en bateau, seulement 10 €, réduction. C'était Pierre, ce charismatique chef de rayon. Cet homme vêtu d'un costume Yves Saint-Laurent et portant une montre de luxe avait disparu. À sa place se tenait un vieil homme aux épaules voûtées, à la barbe longue et au regard éteint. Il m'aperçut. Il s'est arrêté. Les brochures qu'il tenait à la main ont glissé entre ses doigts, comme au ralenti, et sont tombées sur le trottoir mouillé. Nos regards se croisèrent. Il a voulu faire un pas vers moi. Il a ouvert la bouche. « Louise » m'a-t-il murmuré.
Sa voix s'est perdue dans le vent qui soufflait sur le fleuve. Je l'ai regardé, je ne ressentais aucune colère. De la haine? Non plus. Du dégoût? Peut-être un peu. Mais ce que je ressentais le plus, c'était rien. Il n'était plus rien pour moi. Il n'était qu'un obstacle insignifiant, debout sur le trottoir mouillé. Ces mots me revinrent à l'esprit. Peut-être trouvera-t-il un carton sur les berges de la Seine. Je n'ai pas ri. Sans dire un mot, je suis passée à côté de lui. Je me suis assise sur un banc et j'ai regardé les lumières de Notre-Dame s'allumer. Je savais qu'après cette annonce, Pierre n'avait plus jamais trouvé de travail dans ce secteur. La banque avait saisi le château à Bordeaux. Sa femme l'avait quitté. Maintenant, il chassait les touristes. Il était exactement là où il méritait d'être, et Sophie. Son histoire était moins dramatique, mais tout aussi pitoyable. Ce bulletin, les mentions « rat trempé » et « femme malade » avaient détruit sa vie sociale. Personne à Paris ne voulait être vu avec elle. Aux dernières nouvelles, elle avait abandonné le luxe qu'elle aimait tant et s'était réfugiée chez un parent âgé à Aix-en-Provence, où elle continuait à partager sur les réseaux sociaux d'anciennes photos d'elle avec des sacs à main de luxe. Telle était sa punition. Après avoir été si proche de la vie dont elle rêvait, elle devait la perdre à jamais et se contenter de faire semblant. Justice avait été faite, et exactement comme je le souhaitais. Pas de prison, juste une mort sociale et financière lente, douloureuse et irréversible. Alors que j'étais assise sur ce banc, mon téléphone a sonné. C'était l'infirmière de ma mère, de la clinique de Lyon. « Madame Louise » m'a-t-elle dit d'une voix enjouée, « votre mère souhaite vous voir. Elle se sent très forte aujourd'hui. » J'ai souri. C'était ce vieux sourire chaleureux. Mais que reste-t-il lorsque justice est faite et que la vengeance est accomplie? J'étais tellement concentrée sur le fait de les détruire. Mais quand est-ce que ce serait mon tour de commencer? Cette histoire avait commencé comme une histoire de trahison et de vengeance. Mais ce n'était plus le cas. C'était une histoire de renaissance. Mais pourrais-je laisser complètement derrière moi l'ancienne Louise et apprendre à vivre avec cette nouvelle femme de fer? Forte mais solitaire, assise sur ce banc, au bord de la Seine, le téléphone à la main, je raccrochais. La voix joyeuse de l'infirmière de ma mère résonnait dans mes oreilles. Elle se sent très forte aujourd'hui. La silhouette misérable de Pierre avait disparu dans l'obscurité du fleuve. À l'instant où je l'avais vu, le dernier poison qui était en moi s'était écoulé. Ce sentiment de néant, c'était la confirmation finale que la vengeance était accomplie. Mais que reste-t-il lorsque justice est faite et que la vengeance est accomplie? Cette nuit-là, je ne suis pas retournée à ma chambre d'hôtel. J'ai directement appelé mon chauffeur et lui ai demandé de me déposer à l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai pris le dernier vol de la nuit pour Lyon. Toujours vêtue de mon coûteux costume noir, j'étais devant la porte de la clinique aux premières lueurs du jour. J'ai entrouvert la porte de sa chambre, elle était là. Assise sur son lit, elle regardait par la fenêtre. Quand elle m'a vue, son visage pâle s'est illuminé d'une lumière que je n'avais pas vue depuis des années. « Louise », murmura-t-il. Je me suis précipitée vers lui et je l'ai serré dans mes bras. La chaleur de son corps frêle a commencé à faire fondre la carapace de glace qui m'enveloppait depuis des mois. Il s'est reculé et a pris mon visage entre ses mains. Il m'a longuement regardé dans les yeux. « Tu as réussi ?» dit-il, non pas comme une question, mais comme une constatation. « Tu as gagné la guerre !» Je n'avais même pas remarqué que je pleurais. J'ai hoché la tête, ma mère a souri, avec son sourire sage et fatigué. Je le savais. A-t-elle dit. Mais les guerres changent les gens, ma fille. Tes yeux sont devenus durs, comme les médailles d'un ancien soldat. Tu as remporté la victoire. Maintenant, tu dois apprendre à ne pas te laisser écraser par le poids de cette victoire. À ce moment-là, dans cette chambre d'hôpital, j'ai compris ma nouvelle mission. La vengeance était terminée. La lutte pour la survie était terminée. Maintenant, comme le disait ma mère, la lutte pour vivre commençait. Je ne pouvais pas ramener l'ancienne Louise, mais dans cette nouvelle femme de fer, ni je pouvais retrouver l'éclat d'autrefois. 2 ans plus tard, dans ce bureau vitré au 40e étage d'Innovatech Solutions, je contemplais la silhouette de Paris. Ce n'était plus cet endroit sombre d'autrefois. Tout était lumineux, moderne et vivant. Innovatech n'avait pas cessé ses activités après l'appel d'offres Grand Paris. Nous avions créé l'une des plus grandes plateformes de sécurité basée sur l'intelligence artificielle en Europe. Les Échos m'avaient surnommée la reine de fer de la défense. J'étais une femme redoutée, respectée, mais jamais sous-estimée. On a frappé à ma porte. C'était Claire, l'analyste discrète du bureau du fonds, que j'avais promue au poste de nouvelle directrice des opérations de l'entreprise. « Madame Louise », dit-elle, sa tablette à la main.
Ils sont prêts. J'ai souri. Parfait. Conduisez-les dans la salle de réunion. Nous avons marché ensemble vers la pièce où j'avais été licenciée. Mais cette pièce n'était plus une salle d'exécution. C'était un nouveau départ. Autour de la table étaient assises 5 jeunes femmes d'une vingtaine d'années. Nerveuses mais brillantes d'intelligence. Je les ai regardées. « Bienvenue », ai-je dit. « Je m'appelle Louise Fournier. Et vous êtes les premières boursières de la fondation Aegis. » « Oui, Aegis. » Ce portefeuille cryptographique que j'avais oublié, cette société écran qui finançait ma vengeance, était désormais devenu un véritable bouclier. Cette fondation, ai-je poursuivi, a été créée pour aider des femmes brillantes, mais victimes d'injustice, dont la carrière a été volée ou qui se trouvent dans une situation difficile, tout comme vous. Certaines d'entre vous ont besoin d'une aide juridique, d'autres d'une formation, d'autres encore d'une simple chance de recommencer à zéro. Nous vous offrons tout cela. Voir l'espoir dans leurs yeux était bien plus satisfaisant que de voir la terreur dans ceux de Pierre. On m'appelle la reine de fer, ai-je dit en faisant le tour de la table. Le fer est solide, mais le fer sert avant tout à protéger, pas à attaquer. Utilisez votre force comme un bouclier contre ceux qui cherchent à vous détruire. Mais ne laissez jamais la froideur de ce bouclier geler votre cœur. Ce jour-là, dans cette pièce, le dernier maillon de la chaîne de la vengeance fut achevé. J'en avais fini avec Pierre et Sophie. Mais avec la fondation Aegis, j'avais également commencé à en finir avec la mentalité sombre qu'ils représentaient. Ce fut un long voyage. Des 14 € sur le banc trempé à ce fauteuil de patron au 40e étage. J'ai pris ma revanche, oui. J'ai vécu et fait vivre ce karma extrême. Mais surtout, j'ai écouté l'avertissement de ma mère. Je n'ai pas laissé cette vengeance me consumer, me transformer en un monstre sans cœur comme Pierre et Sophie. Et vous, qu'en pensez-vous ? La justice a-t-elle été rendue ? À ma place, qu'auriez-vous fait avec ces 3 millions d'euros ? Auriez-vous simplement pris votre revanche ? Ou auriez-vous aussi construit quelque chose de plus ? Et surtout, pensez-vous que Pierre et Sophie ont eu exactement ce qu'ils méritaient ou méritaient-ils davantage ? Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez dans les commentaires.